envie de découvrir MariaDB et PHPMyAdmin aujourd'hui sur Another Homepage, c'est tout de suite. Mais avant, je voudrais vous signaler que si jamais vous aimez ces vidéos, si jamais vous avez envie de voir la suite, eh ben, n'hésitez pas à me le faire savoir. Il y a quelques actions très simples et fort heureusement gratuites à mettre en place. Vous pouvez commenter, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner à la chaîne et vous pouvez partager ces vidéos à vos amis, voire même utiliser la playlist qui sera disponible sur YouTube, normalement en description de la vidéo. Maintenant, revenons à nos moutons. Ceci est l'épisode 3 de notre version 2026 des TP Server Linux. On a vu pas mal de choses jusqu'alors. On va faire un petit récap. Je vais passer tout de suite hop, sur le récap comment dire, des TP. Mais avant de ça, je vais quand même souhaiter la bienvenue à Xavier et Coolgeek qui me rejoignent comme d'habitude. Merci à vous d'être là les gars, ça fait toujours plaisir. Alors, je vais pas reprendre les deux vidéos précédentes en entier, mais juste pour faire un récap sur au point où on en est, on a réussi sur notre machine à installer un utilitaire de virtualisation. On a instancié 3 machines virtuelles, on a vu un peu ce que c'était que des machines virtuelles. On a installé des logiciels dessus sur nos machines virtuelles en utilisant notamment un dépôt spécifique qu'on appelle les backports. On a vu comment se connecter à distance à ces machines et comment faire que notre connexion à distance soit sécurisée, en tout cas un minimum. Euh, on- Si on a le temps, on fera un deuxième passage un petit peu plus avancé sur ce sujet. Et puis, on est rentré dans le vif du sujet avec l'installation et la configuration du serveur web Nginx. On a pu mettre en place plusieurs sites internet et on a même été jusqu'à installer le langage PHP sur ces sites. Et comme ça, nous avons pu installer un premier logiciel en PHP, ce qu'on appelle généralement un CMS, un Content Management System, pour PHP. Et on a pu comme ça valider qu'on avait déjà entre guillemets, une première page générée dynamiquement, et ça de façon assez sympathique. La suite donc pour la vidéo d'aujourd'hui, ça va être de faire principalement de la base de données. On va voir ensemble MariaDB. Et puis, on va agrémenter ça d'une interface web qui s'appelle PHPMyAdmin, pardon. Et si jamais on a le temps, on installera, maintenant qu'on aura notre base de données, un CMS un peu plus complexe, mais sans doute aussi beaucoup, beaucoup plus populaire, qui s'appelle WordPress. Et j'en profite pour saluer notre ami Adrien, qui vient de nous rejoindre. J'espère que tu vas bien, j'espère que toutes et tous vous avez passé un bon week-end. Alors, pour une fois, on enregistre cette vidéo un lundi, donc j'espère que vous avez passé non seulement un bon week-end, mais j'espère que votre semaine se démarre bien. Hop. Donc, normalement, si vous avez bien suivi les TP précédents, vous devriez avoir, donc, alors non, ça c'est le site Proxml. Nous avons ici sur notre site server11.example.com, tac, nous avons notre page de PHP Info. Sur www.11, nous avons notre plugxml sur lequel j'ai rajouté un petit coucou pour vérifier qu'on l'avait bien customisé. Et nous avons un troisième virtualhost qui nous pose juste une petite page d'index comme ça, posée vite fait. Nous avons jusqu'à maintenant utilisé sur nos 3 machines virtuelles uniquement une, c'est-à-dire serveur 11. Alors, avant d'aller plus loin, je profite pour remercier Manon qui a resub, et j'en profite pour remercier Eslo pour le follow. Merci beaucoup à vous. Ça me permet au passage, je vais désactiver les notifications pour cette vidéo, uniquement. D'ailleurs, je me rends compte que, ouais, si c'est bon, c'est à peu près propre. Hop, et on va
hop, agrandir un peu l'écran. Comme ça, au moins, on est un peu mieux. Donc, petit rappel, hein, si jamais vous avez mis en place votre environnement de TP il y a plusieurs jours, que vous avez éteint votre machine, eh bien, dans ce cas-là, retournez dans le répertoire qui vous a permis de mettre en place les machines virtuelles. Il y a un petit makefile qui permet d'avoir plusieurs options. Et donc, vous pouvez refaire notamment un make-up-sec pour redémarrer les machines virtuelles. Vous pouvez aussi vérifier que vos machines sont bien démarrées avec un make status. On a quelques erreurs que je n'ai pour le moment pas corrigées. Alors, une erreur, c'est jamais normal, mais celle-ci, pour l'instant, n'entrave pas le bon fonctionnement des machines virtuelles. Donc, dans ce contexte, elles peuvent être pour le moment ignorées. Euh, on va donc lâcher un petit peu notre serveur 11 et passer sur notre serveur 12 pour le TP qui va suivre, qui est donc le TP numéro 8 sur MariaDB. Alors, une petite intro à propos de MariaDB. C'est un système de gestion de base de données relationnelle, ce qu'on appelle un peu plus rapidement en français un SGBDR, qui est en fait un fork d'un autre système de base de données qui s'appelle MySQL. Alors l'histoire, elle est un peu comique parce qu'en fait, le créateur de MySQL, il a créé donc MySQL comme étant un logiciel libre sous licence GPL, mais il l'a fait un peu en double licence parce il voulait pouvoir proposer, pardon, il voulait pouvoir proposer une version professionnelle, une version avec du support. Donc il a créé une entreprise. Pardon. Il a créé une entreprise. Et cette entreprise, à un moment, elle a été rachetée. Alors, je ne sais plus le détail. Si elle avait été rachetée par Sun, qui a ensuite été rachetée par Oracle, ou si elle avait été rachetée directement par Oracle. Toujours est-il que la société MySQL, et donc le produit non seulement la version payante avec du support, mais aussi comment dire, la version communautaire open source, elle est dans le giron d'Oracle. On me signale dans le chat qu'effectivement c'était racheté par Sun, puis de fait par Oracle. Et oui, maintenant ça va aller, c'est juste je suis pas très hydraté, c'est tout. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un bon nombre de technologies qui sont arrivées dans le giron d'Oracle par le rachat de Sun Microsystems. Ce rachat, notamment dans les choses qui ont fait, comment dire, qui ont un peu fait beaucoup de remous dans la communauté, on va dire, c'est notamment VirtualBox. VirtualBox qui est probablement l'outil de virtualisation desktop le plus populaire. Il y a aussi OpenOffice. Alors, probablement que beaucoup d'entre vous n'utilisaient plus OpenOffice, mais plutôt LibreOffice. Et c'est justement parce que OpenOffice est tombé dans le giron d'Oracle, qui n'en a pas fait grand-chose, avant ensuite de l'abandonner au sein de la fondation Apache. En fait, c'est ce qui s'est passé. C'est comme Oracle n'en a pas fait grand-chose, la communauté a décidé de prendre entre guillemets les choses en main et de créer un fork. Et ce qui est entre guillemets notable dans le cas de MariaDB, c'est que c'est le créateur de MySQL qui s'est dit ok, les choses vont dans une direction qui me plaît pas, donc je prends un fork, enfin je fais un fork que je vais appeler MariaDB. Et en plus, je vais refaire une entreprise pour proposer de la prestation professionnelle contre espèces sonnantes et trébuchantes. On me signale aussi que oui, dans les choses qui ont été récupérées par Oracle lors du rachat de Sun Microsystems, il y a notamment le langage de programmation Java ainsi que l'implémentation de références, ainsi que le système d'exploitation Unix Solaris.
Voilà, mais ce qui nous intéresse, c'est avant tout MariaDB. Et ce qui rend la chose intéressante et pourquoi je vous parle de cette histoire de fork, c'est parce que jusqu'à à peu près maintenant et probablement encore pour quelques versions mineures, euh, si vous avez un système MariaDB qui est installé sur une machine à la place d'un système MySQL, vous allez avoir des commandes MySQL qui sont les mêmes que vos commandes MySQL, ou alors vous avez leur pendant MariaDB. Ce qu'on va faire nous dans cette épée, c'est qu'on va utiliser les commandes MariaDB. Parce que en fait, MariaDB a commencé à mettre un message dans les versions très récentes de leur moteur de base de données pour dire on va arrêter de prendre en charge la correspondance des noms entre MySQL et MariaDB. Donc à un moment ou un autre, vous allez vous retrouver, si vous faites des mises à niveau majeures, vous allez vous retrouver avec les commandes MySQL qui n'existent plus. Donc pour celles et ceux qui ont du MariaDB depuis un petit moment et qui par exemple ont des scripts, je pense notamment pour faire des sauvegardes ou autre chose, faites attention et pensez à commencer à remplacer les, euh, les, euh, les commandes MySQL par des commandes MariaDB. Avant de démarrer l'étape 0, on va faire un petit coucou à Mémoire Morte, on va faire un petit shootout. C'est très gentil de passer nous voir, merci beaucoup. Et oui, effectivement, je parle de sauvegarde, mais on parle plutôt d'export, de dump techniquement de base de données. Et salut aussi à Tix le Geek. Alors, on va donc aller se connecter sur la machine serveur 12. Alors, on reprend notre terminal. Moi, je vais vouloir me mettre un exemplaire du TP quelque part. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon autre page avec le TP hop, j'ai 25 millions d'onglets, mais c'est pas grave. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que d'ailleurs, je vais mettre dans le chat pour celles et ceux qui suivent en direct sur Twitch. Hop, je vous mets le lien dans le chat et je vais ouvrir. Hop, TP8 MariaDB. Donc, pour se connecter sur notre serveur 11, c'est vite vu, hein, Vagrant SSH. Alors, pardon, je disais serveur 11, serveur 12. Petit truc qui n'est pas forcément indiqué dans l'énoncé du TP, mais un petit sudo apt update. On va avoir quelques mises à jour qui traînent, je pense. Voilà, 3 packages. Qu'est-ce qu'on a? apt list, moins upgradable. Ouais, bon. Ah, il y a quand même une mise à jour noyau. Allez, on va la faire. On va faire list upgrade. On va même mettre un petit -y avant pour pas s'embêter de la confirmation. On va vite fait rebooter la machine. Fort heureusement, c'est une machine virtuelle, ça va aller relativement vite. Pensez à le faire aussi sur votre machine avant de démarrer le TP. Normalement, il ne devrait pas y avoir grand chose à mettre à jour. Si comme moi, vous faites les mises à jour toutes les semaines, ça ne devrait pas poser problème. J'ai dit sudo reboot. Hop là, voilà. On peut regarder vite fait à ce niveau-là. Hop, est-ce que la machine démarre? Oui, la machine démarre. Donc là, je regarde au niveau de Virk Manager. Et ça m'a l'air plutôt pas mal. Voilà. Hop, on peut réduire ça. Et maintenant, on refait notre Vagrant SSH. Voilà. J'utilise le raccourci clavier CTRL-L pour remonter mon terminal. Et donc, on va faire notre étape d'installation. Alors, pour installer notre MariaDB, en fait, ça va être assez vite vu. On va installer un paquet. On va faire un sudo apt quelque chose, mais ce sera donc un apt install MariaDB-serveur. Et je vais faire comme tout à l'heure, je vais rajouter un petit -y pour passer la confirmation. Donc on a un certain nombre de lignes qui défilent. On peut voir que bon, c'est juste l'appel au dépôt apt. L'appel au dépôt. Oui. Il y a quelques jeux de mots dans le chat que je n'affiche pas, mais c'est pas grave.
Et j'en profite pour saluer la Terraluse. Bonsoir à toi, j'espère que ta semaine démarre bien. Alors, on peut voir que au passage, il y a un MariaDB-client qui est passé. On a cru voir un MySQL-common. Donc c'est pour vous dire, hein, vraiment, les racines MySQL sont encore présentes. Hein. Hop, voilà, ça c'est bon. On va passer route, histoire de me faciliter l'existence et pas préfixer toutes mes commandes avec sudo. On peut faire un petit lsof-i et voir que on a notre serveur MariaDB qui est démarré, et vous remarquerez que l'utilisateur, hein, encore une fois, hein, l'utilisateur s'appelle MySQL, et que le port a été indiqué comme étant MySQL. Si vous voulez voir les numéros de port sans avoir les noms, vous faites un "-n". Ah non, c'est le tiré grand P, pardon. Hop, voilà. Et le N, c'est pour enlever la traduction des adresses IP. Moi, j'ai tendance à faire par réflexe un LSOF moins grand P, petit I, petit N. Comme ça fait pain. Un moyen mémotechnique comme ça de s'en rappeler. Et on a donc les adresses IP, les numéros de port, sans avoir les noms. Mais donc, on a bien un MariaDBD, donc un démon MariaDB, qui tourne en tant qu'utilisateur MySQL et qui écoute uniquement sur la boucle locale sur le port 3306. On va utiliser maintenant la commande, tout simplement, MariaDB, pour pouvoir se connecter à notre serveur. Donc, on ne va pas utiliser un navigateur web, on va juste utiliser notre terminal pour ça. Et vous pouvez voir que le prompt change. Voilà, le prompt change. Alors, je vais appuyer 2-3 fois sur Entrée, vous voyez. On voit bien qu'il y a écrit MariaDB. On n'a plus, si je remonte au niveau de mon terminal, si je remonte, vous voyez, avant, on avait un root at server 12, avec le dièse quand on est root, et puis si je remonte encore plus, normalement, voilà, le dollar quand on est simple utilisateur. Et là, vous voyez, le prompt, il est vraiment, vraiment différent. C'est important de voir cette différence, parce qu'on va taper parfois des commandes directement dans le shell MariaDB. On va taper quelques commandes SQL, pas énormément, mais juste histoire de voir un peu comment ça fonctionne. On remarquera d'ailleurs que je n'ai pas eu à taper de mot de passe. Mais on reviendra sur ces problématiques de droit d'accès assez rapidement. Donc maintenant, on peut taper une commande qui s'appelle status, et vous voyez un certain nombre d'informations à propos du serveur. Donc on a notamment la version. On est sur une version assez récente, hein, au moment où j'enregistre la vidéo. La version 11.8, c'est la toute dernière LTS chez MariaDB. Et puis, voilà, il y a d'autres informations. Mais ça, voilà, ça peut être assez pratique. Alors, on peut utiliser quit ou exit pour quitter notre shell MariaDB. Et maintenant, on va faire un peu comme on avait fait la même pour Nginx. Et puis, on va faire joujou avec systemctl pour démarrer, arrêter notre serveur. Alors bien entendu, si je fais un systemctl status MariaDB, on peut voir l'état du serveur. Hein. En plus, il y a écrit taking your SQL request now. On voit bien, voilà, active, running. Et on voit bien, comme pour Nginx, hein, que par défaut, il est activé. Et on a pu voir tout à l'heure que voilà, l'installation a suffi à le lancer. Si je fais un stop, bien entendu, il va s'arrêter. Je refais un status, bien entendu, il est coupé. Et si je relance la commande MariaDB, je dis MariaDB, voilà, vous voyez qu'on ne peut pas se connecter. Il me dit bien, il y a une erreur et je n'arrive pas à me connecter. Alors, en utilisant la socket locale, puisqu'on est en local. Et donc, c'est logique, puisqu'il est éteint. Alors maintenant, on va faire un start. Alors bien entendu, on peut faire un restart, on peut faire un enable, un disable. Je ne vais pas tous vous les refaire, hein, mais voilà. Globalement, c'est comme ça que ça fonctionne. J'aurais pu vous montrer aussi avec LSOF que il n'y avait plus de service qui dissonne, mais je pense que vous voyez un peu comment ça fonctionne. Donc, on va relancer notre commande MariaDB, et puis on va faire un premier truc. On va faire un petit show. Attendez, je pense que j'ai loupé un truc.
Ah, tiens. Tiens. Ouais, j'ai loupé un truc. Hop, j'ai loupé un truc. La configuration initiale. On va commencer à faire des commandes SQL. Donc on se déconnecte de son shell et on va lancer une petite commande qui est MariaDB Secure Installation. Alors, hop, s'il veut bien. Hop. Alors, on n'a pas de mot de passe actuellement. Tac. Et là, il va nous proposer quelques questions. Donc, on va globalement répondre oui à toutes. Mais il y a certaines à laquelle on va répondre. Donc là, pour l'instant, Unix Socket Authentication, on va rester à Yes. On ne va pas changer le mot de passe root. On va retirer les utilisateurs anonymes. On va désactiver le root à distance. Et puis ensuite, on va supprimer la base de données de test et ses accès. Et enfin, on va recharger nos privilèges. Voilà. Maintenant, on va pouvoir se reconnecter à MariaDB et on va faire un show databases. Alors, on me pose la question pourquoi est-ce qu'il faut, pourquoi est-ce qu'on l'écrit en lettres capitales? Alors, je n'en ai pas la moindre idée. Moi, je vais essayer de faire l'effort pour le TP de l'écrire en lettres capitales, mais je vais passer en mode faites ce que je dis, pas ce que je fais. Vous pouvez le faire en minuscule. Vous pouvez. Je pense que c'est une question de lisibilité en vrai et probablement de compatibilité avec un truc existant d'il y a longtemps. Mais pour être honnête, qu'est-ce qui faisait qu'à une époque on l'écrivait en lettres capitales? Aucune idée. J'avoue que je me suis jamais renseigné sur la question. C'est peut-être un truc que je pourrais faire à l'occasion. Mais en tout cas, aujourd'hui, en 2026, ce n'est pas nécessaire, mais je suspecte que ça reste quand même une bonne pratique pour pouvoir mieux. Moi, en tout cas, l'avantage que j'y vois, c'est de pouvoir mieux voir les mots entre guillemets clés réservés, les actions qui sont réellement des choses du SQL et pas de la pure donnée, quoi. On me dit dans le chat que ce serait la complétion par la touche tab qui fait la capitalisation. Tenez, on va faire le test. Si je tente un SHO et que je fais tabulation, j'ai rien du tout. Et si je fais un SHO et que je fais tabulation, j'ai rien du tout non plus. Après, si je fais un show DA, non, j'ai rien du tout au niveau de la complétion. Mais c'est bizarre d'ailleurs, tiens, que j'ai rien au niveau de la complétion. Étonnant. Parce que j'ai l'impression d'avoir déjà fait de la complétion sur du MariaDB. Bref, c'est un détail. Donc, si je refais mon petit show databases, donc on peut voir qu'on a par défaut 4 bases de données. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en créer une de plus, qu'on va appeler tout simplement NewDB. Donc on fait un create database NewDB. On remarquera que voilà, le NewDB, là, je le mets en minuscule. Et que j'ai eu une erreur parce que je n'ai pas bien écrit database. Tout simplement. Voilà. Vous voyez comme ça, en plus, vous voyez un peu les erreurs quand elles arrivent, quelle tête elles ont. Ensuite, on va taper une petite commande pour utiliser notre base de données. On va faire use newdb. Et là, normalement, vous allez voir que, vu qu'on a changé la base de données, là où on avait un none sur le prompt, on a maintenant un newdb. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça permet au moins de voir visuellement dans quelle base de données on est. Faut voir ça un peu comme l'équivalent du chemin quand on a un prompt. Alors si je change d'onglet de mon terminal, vous voyez, là je suis dans tilde, mais si je rouvre un autre onglet, voilà, par défaut ici, vous voyez, je suis dans tilde git HP Vagrant Labs CSL Libvirt AMD 64. Voilà, c'est quand même assez pratique visuellement pour voir dans quelle base on est ou dans quel répertoire on est. Alors ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va créer une petite table dans notre base. Alors le but, c'est pas que je vous apprenne à faire du SQL, c'est juste on profite de faire les premières commandes pour créer une base avec quelques données d'exemple.
Et puis ça nous aide un peu à manipuler. Et après, on fera les trucs un peu plus qui vont aller dans le TP, c'est-à-dire les droits d'accès notamment. Donc, pareil, hein, j'écris les mots réservés en majuscules. Donc, ma table, on va l'appeler student. Et puis, on va faire un id int, virgule, name, varchar, tac. Je mets 20 caractères, virgule, email. Pareil, varchar, hop, 20. Et n'oublie pas le point virgule à la fin, contrairement au shell bash. Donc, après ça, on peut faire un show tables. Je dis tables. Hop. Là, on remarquera qu'on a donc une seule table qui s'appelle student dans notre table newDB. Et puis, on va mettre un peu de données. Donc, on va faire un insert. Students. Tac. ID. J'ai dit ID, virgule, email. Non, j'ai oublié le name. Name, virgule, email. Hop. Et les values qu'on va insérer. Hop. Bon, tout simplement, on va mettre 0,1. Et on va mettre des côtes student 1. Et on va rajouter encore des côtes. Et on fait student 1, example.com. Tac. Et donc on n'oublie pas le point virgule à la fin. Voilà. Et là, vous remarquez, c'est assez amusant. Hein. Avant, on avait query OK, aucune colonne d'affecté. Et là, on a bien query OK, on a bien une colonne d'affecté. Et si je refais un show tables, là, de toute façon, il n'y a rien de plus, puisqu'on voit juste la table. Et ensuite, ce qu'on peut faire, pour vérifier que nos données ont bien été enregistrées, on peut faire un select étoile from students. Hop. Tac. Donc là, vous voyez, on a bien un ID, un nom et un email. Et maintenant, on va pouvoir passer aux utilisateurs. Parce que jusqu'à maintenant, on est root. Alors, c'est pas écrit sur le shell MariaDB, mais on est root. On est l'administrateur de la base de données. Enfin, pas de la base de données, même, je dirais du serveur de base de données. Parce qu'on a vu qu'on avait plusieurs bases de données. Hein. Si je vous refais un show database, hop. Techniquement, maintenant, on en a 5. Donc, on va créer notre nouvel utilisateur. Alors, pour créer ce nouvel utilisateur, de toute façon, de la même façon qu'on a fait un create database, on fait un create user. Et là, les choses vont devenir un petit peu différentes de ce qu'on a pu voir quand on a créé un utilisateur système sur un Linux. C'est que la syntaxe, elle est quand même légèrement différente. Et on va lui donner d'ailleurs son mot de passe. Tac. On va mettre password parce que ça reste un environnement de test. Donc, bien entendu, ne faites pas ça en production. On verra un peu plus loin du pourquoi je mets un localhost. Je n'en parle pas tout de suite, mais on le verra. Donc une fois que cet utilisateur a été créé, je vais pouvoir quitter ma session. Alors tout à l'heure j'ai utilisé quit, mais on peut utiliser exit. On peut même utiliser le raccourci clavier CTRL-D d'ailleurs. Je pense que c'est ce que je vais utiliser pour les prochains cas de figure. Maintenant, je peux reprendre mon MariaDB, mais je vais faire -u newDB, puisque c'est l'utilisateur que j'ai créé. Et ce qui va se passer, c'est que si je fais juste ça, vous allez remarquer qu'il me dit erreur. Il me dit erreur parce que, en fait, je n'ai pas spécifié de mot de passe. Et pour cela, on va rajouter un argument qui est -p. Et là, maintenant, il va me demander un mot de passe. Alors, supposons que je mette un mot de passe qui soit mauvais. Je vais exprès mettre un mauvais mot de passe. Hop. Et là, vous remarquerez qu'il me dit quasiment la même chose. Hein, on a même code d'erreur, access denied. Mais cette fois-ci, il dit using password yes. Voilà, cette fois-ci on est connecté, mais vous voyez, au niveau du prompt, on n'a pas vraiment de différence avec notre prompt quand on est root. J'en profite pour remercier Cyberhead pour le follow.
maintenant qu'on est comme ça, eh ben, tiens, essayons de faire use newDB. Et là, il me dit access denied. Bah mince alors! Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, on a créé notre utilisateur. Ben ouais, mais par défaut, il n'a pas forcément accès à la base. C'est pas parce qu'il s'appelle pareil qu'il a obligatoirement accès à la base de données. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déconnecter. Et puis, on va aller se reconnecter en tant qu'admin. Et on va aller ajouter des privilèges. Donc pour cela, on a une commande qui s'appelle grant. Mais avant de rajouter les privilèges, on va les visualiser. Et pour cela, il y a une commande assez sympa qui c'est show grant. Vous remarquerez le petit s. Et là, vous voyez, on a un grant for root at localhost avec grant all privilege, machin, grant proxy with grant option, tiens d'ailleurs ici aussi. Donc vous voyez, on a juste des droits pour root qui sont globalement les droits de faire tout ce que bon lui semble. Mais il y a 0 droit pour newDB. Donc à partir de là, eh ben, on fait un petit grant all privilege. Alors je vous rassure, je ne vais pas faire un truc global. Donc, on new db.étoile. Alors, hop. Donc là, en gros, on autorise tous les privilèges sur newDB, la base, point étoile, c'est-à-dire toutes les tables. Donc j'aurais pu aussi dire uniquement sur newdb.students. Et là, eh ben, on met newdb, arrobase, localhost. Et vous remarquerez que, d'ailleurs, il y a un espace en trop, hop, voilà. Vous remarquerez que pour le moment, quand je parle de newDB at localhost, je mets des quotes, des simples quotes au niveau de newDB et de localhost. Je pourrais même utiliser des backticks, c'est-à-dire les accents graves. C'est des manières comme ça de pouvoir utiliser des caractères spéciaux, ce genre de choses, parce que des fois, il y a des caractères qui sont plus ou moins réservés, ou des mots qui sont réservés, et on peut utiliser comme ça. Le mieux, ça reste de ne pas utiliser de mots réservés. Donc, ça, c'est fait. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est me redéconnecter. Non, je vais me redéconnecter, mais en fait, maintenant, je peux faire un show grant. Hop. Et là, vous remarquerez que, pour le moment... Tiens, c'est marrant, on n'a rien du tout. Je me suis... tac, tac, tac. Ok. Il rajoute rien. Tiens, c'est amusant. Normalement, c'est censé fonctionner. Si je refais un MariaDB, mon tac, 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 password, et que je refais mon... Tiens, c'est marrant, j'ai le... Oh, est-ce que je me serais pas trompé de connexion, moi? Tac. Non, c'est bien ce que j'ai fait. Ok. Je savais pas du tout que le shell était commun entre tout ce petit monde. C'est amusant, ça. Donc si je refais un use newDB, cette fois-ci, on a un database change. Ouais, le historique est commun, je le découvre. Voilà, j'en apprends tous les jours. L'historique est commun. Donc à partir de là, on a pu réussir à faire ça, et donc on va pouvoir même aller faire un petit, par exemple, select étoile from students. Et là, cette fois-ci, on est en tant qu'utilisateur newDB. Hein. Si je remonte, on s'est bien connecté en tant que newDB. Et là, j'ai bien accès aux données auxquelles je voulais accéder. Il est probable, Gizmo, que effectivement le flush priv soit la bonne chose à faire pour le visualiser tout de suite. Et on me signale que effectivement il y a un fichier qui est .mariadb history. Donc là, vous voyez, je suis sorti de la base de données. Tac, et effectivement, on voit tout l'historique. Donc c'est pour ça que celui-ci est entre guillemets commun. Donc il est, c'est pas qu'il est commun, c'est qu'il est, il est basé sur les fichiers. Bien, jusqu'à maintenant, on s'est connecté sur une connexion locale. Donc pour le moment, la base de données n'est accessible, d'ailleurs le serveur n'est accessible qu'en local. Si jamais je vous remontre, que je refais mon petit LSOF
moins grand P, petit n, vous remarquerez que MariaDBD écoute sur la boucle locale, par rapport à par exemple mon SSH qui écoute partout. Je ne peux pas me connecter à distance dans l'immédiat. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit peu de paramétrage réseau au niveau de MariaDB. Donc on va déjà couper MariaDB. Hop. Et ensuite, on va aller éditer notre fichier avec nano et on va faire un petit etc. Alors remarquez encore, hein, côté système de fichiers, on est encore sur des nommages MySQL. Hein. Hop, conf.d et on a un 50-serveur. Alors ça, c'est probablement spécifique Debian. Et on va aller chercher une petite ligne, tac, 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 qui est bind-adresse. On va juste la mettre en commentaire. Et juste en dessous, on va rajouter deux petits trucs. Le premier, c'est skip-networking qu'on va mettre à 0. Tac. Et le skip-bind-adresse. Voilà. Et l'idée, c'est de dire à MariaDB, bah, maintenant tu vas écouter sur toutes les interfaces disponibles. Donc non seulement la boucle locale, mais aussi toutes les interfaces que tu vois. Donc on va pouvoir redémarrer notre MariaDB. Voilà, et si je refais mon petit LSOF de tout à l'heure, là, cette fois-ci, vous remarquerez que mon MariaDBD, il écoute sur étoile, donc sur toutes les interfaces. On va maintenant utiliser la connexion via notre utilisateur, et vous allez remarquer que ça va être assez intéressant. Parce que si je refais un MariaDB, mais cette fois-ci, au lieu de pas mettre grand-chose, on va faire -h 10.13.37.12, qui est l'adresse IP de notre serveur. On va faire -u newdb, newdb et -p, vous vous rappelez, pour pouvoir mettre le mot de passe. Je rentre mon mot de passe. Et là, vous remarquerez qu'on a une erreur, mais qu'elle n'est pas la même que quand j'avais tapé un mauvais mot de passe. Il dit qu'il a une erreur, qu'il ne peut pas vérifier l'authenticité, et que l'hôte 10.13.37.12 n'est pas autorisé à se connecter à ce serveur MariaDB. Et pour répondre à des questions dans le chat, si vous installez, si vous démarrez l'environnement de TP en utilisant le projet que je fournis avec les machines virtuelles via Vagrant, il n'y a pas de pare-feu par défaut. Donc le trafic n'est pas bloqué par un éventuel pare-feu, il est bloqué par MariaDB. Donc on va se reconnecter à MariaDB en tant que route en local avec tout simplement la commande MariaDB sans argument. Et puis on va aller lancer une petite commande qui est hop, non, rien par là, tac, qui est donc pouf pouf pouf, c'est pas celle-là, c'est celle-ci. Vous voyez là, je fais un petit peu de copier-coller histoire de varier un peu. Et vous remarquerez que notre commande, c'est un select aussi, mais qu'on select depuis une base en particulier. C'est l'occasion de vous montrer en fait en termes de syntaxe tout à l'heure. J'avais fait d'abord un use d'une base de données et ensuite j'ai fait un select dans une table. Et là, je ne suis pas dans une base en particulier et du coup, pour aller faire mon select, je fais bien base.table. Et vous remarquerez aussi que je ne fais pas un select étoile, je fais un select user,host parce que je veux uniquement les colonnes user et host. Parce que si je vous fais un étoile, en fait, on verra tout. Alors, on verra notamment le hash des mots de passe, mais ça, on s'en moque. Encore une fois, c'est un environnement de TP. Mais surtout, ça va prendre une place monumentale sur l'écran. C'est lisible, quoi. Et là, vous remarquerez un truc, c'est que on a une notion de host dans MariaDB. C'est-à-dire qu'on peut avoir des utilisateurs qui ne peuvent se connecter que depuis certains points sur le réseau. Donc on va recréer un nouvel utilisateur newdb, hein, on va refaire notre commande. Alors, je peux faire un CTRL-R, c'est vrai.
Donc si je fais un create user, hop, je reprends. On va éviter les petits trucs comme ça. Et là, au lieu de faire localhost, ce que je vais faire, c'est que je vais faire %. %, c'est dans ce cas de figure le joker pour dire je peux me connecter depuis partout. Alors, je peux mettre plusieurs choses à cet endroit-là. On a vu que j'avais mis localhost par défaut. Je peux remplacer localhost par 127.0.0.1 si je veux. On n'a pas parlé d'IPv6, hein, j'ai pas vraiment parlé de réseau pour l'instant sur cette TP et c'est pas forcément prévu, mais on peut utiliser des adresses IPv6. On peut aussi mettre juste des parties d'adresses IP, on peut mettre juste des sous-réseaux. Ou alors on peut effectivement utiliser le joker %, pour dire depuis n'importe où. Ce qu'on va faire même, c'est que au lieu de mettre le mot de passe password classique, on va mettre password 2. Donc je crée mon utilisateur. Et on va pareil lui ajouter les privilèges de base. Hein. On va refaire mon grant, voilà, celui-ci, sauf qu'on fait newdb at %. Voilà. Pourquoi il veut pas? Oui, parce que je me suis trompé, parce que hop, j'ai laissé traîner ces petites trucs. Voilà. Donc là, cette fois-ci, il me dit bien query OK. Donc maintenant qu'on l'a fait, on va se déconnecter et puis on va revérifier. Tac. Et si je tape password sans le 2, il me dit voilà, access denied, on l'a vu tout à l'heure, c'est une erreur, mauvais mot de passe. Et si cette fois-ci je mets bien password 2, je peux m'y connecter et je peux même aller faire un petit select. Non, j'ai dit select. Select, voilà. Alors c'est pas celui-là que je veux. Ce que je veux, c'est l'étoile. From... Ah merde, je l'ai pas. Donc, use newdb. Tac, voilà. Et si je refais maintenant un select étoile from student, cette fois-ci, j'ai bien mon accès, comme pour le newdb at localhost. Alors, on va se déconnecter, on va se reconnecter en tant que route. Et cette fois-ci, on va refaire un show grants. Et c'est vrai que j'ai toujours pas refait de flush privilège. Alors je vais faire le flush privilège. Comme ça au moins on le verra mieux. Voilà. Tiens non, on l'a toujours pas. Amusant ça. Amusant. Pourtant je suis bien en route. Et si je fais un show grants for newdb tac at localhost. Là je les ai. Ok. Et amusant, si je fais un newdb at %, vous remarquerez, c'est assez amusant, hein, on a un grand usage, identify by password. Ça, c'est le hash du mot de passe. Hein. Donc, vous voyez, on a très facilement accès au hash du mot de passe. Je crois qu'il existe des moyens de revenir en arrière. Je crois. N'allez pas me citer sur ça. Mais par contre, ce qu'on peut faire maintenant, et qui est très intéressant, c'est qu'on peut aller faire notre select user host from mysql.user. Et là, vous remarquerez un truc, c'est qu'on a bien un newdb at % en plus d'un newdb at localhost. Donc vous aurez remarqué que pour notre connexion à distance, finalement, on a dû recréer un nouvel utilisateur qui a un mot de passe différent et qui peut se connecter d'un lieu différent. Pour MariaDB, et d'ailleurs c'est valide aussi pour MySQL, la connexion, enfin un utilisateur se connectant depuis par exemple localhost est différent d'un utilisateur se connectant depuis un emplacement particulier pour le réseau. Donc ça peut être très intéressant si jamais vous, par exemple, vous créez un serveur de base de données et que vous mettez en place une ou plusieurs bases qui peuvent être accédées depuis plusieurs clients sur le réseau. Vous pouvez avoir un filtrage assez fin au niveau des accès réseau en disant tel utilisateur ne peut se connecter que depuis tel endroit sur le réseau. Alors après, dans notre cas de figure, maintenant que j'ai un newdb at %, je pourrais, je pense, enlever le newdb at localhost et utiliser que le newdb at %.
mais ça, comment dire, ça nuirait à l'intérêt pédagogique, on va dire, du TP. Voilou. Est-ce qu'il y a eu des commentaires ou des questions depuis? Ah tiens, j'avais loupé Azram. Salut à toi, Azram. Euh, ah oui, alors, il y avait eu un commentaire sur notamment la commande Grant. Effectivement, quand je vous ai montré les shows Grant tout à l'heure, si je vous le remonte comme ça, effectivement, en utilisant cette commande sur un autre système, si par exemple vous voulez mettre en place deux systèmes identiques, vous pouvez réutiliser cette commande qui va vous permettre effectivement de créer l'utilisateur dans la même requête. Je ne sais pas pour les versions récentes de MySQL, ce que Azram évoquait, mais par contre pour les versions récentes de MariaDB, ça fonctionne encore. Ça fonctionne encore. Et ça s'avère assez pratique. Et pour la question concernant pourquoi tout est en majuscule, c'est une convention pour plus de lisibilité. En tout cas, c'est ce que moi j'ai eu comme info, mais je n'en suis pas sûr. A priori, quelqu'un semble-t-il, a été regardé un peu, mais a priori, on n'a pas non plus de source, identifiée. Voilà pour ce TP numéro 8 sur MariaDB. Alors, on va passer au TP9. Et le TP9, c'est PHP-MyAdmin. Alors, parce que jusqu'à maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un peu MariaDB et on s'en est servi en ligne de commande. On a vu 2-3 bricoles, mais parfois, pour certaines personnes, c'est quand même plus simple de fournir un accès via, on va dire, une sorte de portail web. Et PHP-MyAdmin, qui est un logiciel qui existe depuis très longtemps, c'est une application web qui permet, en quelque sorte, de gérer une ou plusieurs bases de données MariaDB. Je pense que ça fait partie des éléments de popularité de ce qu'on appelle la plateforme LAMP pour Linux, Apache, MySQL, MariaDB et PHP. Alors, dans notre cas de figure, ce n'est pas un LAMP finalement qu'on met en place, mais c'est un LAMP. On remplace le A de Apache par le E de Nginx. Alors, le E qui n'existe pas, mais comme on prononce Nginx comme avec le mot engine en anglais, les gens qui voulaient remplacer le A de Apache se sont dit tiens, on va mettre un E. Et on va aller faire quelques modifications. Quelque part, l'intérêt de PHP-MyAdmin, il réside aussi dans le fait de fait, on n'a pas besoin d'ouvrir les accès MariaDB ou MySQL directement à des clients. On va pouvoir mettre l'interface PHP-MyAdmin derrière d'autres systèmes de filtrage qui ne sont pas les mêmes que celui de filtrage de base de données. Après, globalement, PHP-MyAdmin permet quand même d'administrer une base de données MariaDB en long, en large et en travers, de faire pas mal de choses. Et c'est une application qui, en gros, mis à part un filtrage IP et éventuellement un filtrage par accès, par login mot de passe, soit en le mettant au niveau de l'HTTP, soit en le mettant au niveau de la base de données, c'est quand même pas évident à protéger. Alors on peut aussi mettre d'autres protections type VPN, qui pour moi rejoignent quelque part le filtrage par accès réseau. Mais je crois qu'on avait évoqué le XKCD sur Bobby Tables quand j'ai vaguement parlé des Web Application Firewall. Une application comme PHP-MyAdmin, on peut difficilement la protéger avec un Web Application Firewall parce que son job, c'est de balancer de la requête SQL. Donc, on va aller installer ça. Si jamais vous voulez une alternative, une ou plusieurs alternatives, je préfère le signaler, vous avez notamment un produit qui s'appelle AdMiner, qui dans certains cas de figure, c'est juste un seul fichier à déployer. Là, vous allez remarquer que on va installer un package,
On va aller faire quelques manips, c'est un peu, ça peut être un petit peu casse-pied. Mais Adminer s'avère être plus léger à ce niveau-là. Et sinon, vous avez le client binaire officiel d'Oracle pour MySQL que j'ai réussi à faire fonctionner avec du MariaDB en face. Donc, ça peut fonctionner. Vous avez d'autres produits hein, de connexion graphique sur des bases de données qui prennent en charge plusieurs systèmes de bases de données. Je les mentionne pas, mais je suis convaincu que chacun pourra proposer son outil, son outil à soi ou un qu'il connaît selon selon ses préférences. Alors, par contre, ce qu'on va faire, oui, bah voilà, par exemple, dans le chat, on me souffle des beavers, par exemple, mais voilà, vous avez, il y en a peut-être d'autres. Notre serveur n'autorise une connexion de l'administrateur root que depuis localhost. Or, on va donc installer un PHP-MyAdmin et on va s'y connecter. On va se connecter à notre base de données via PHP-MyAdmin, mais depuis serveur 11. Donc, on va créer un utilisateur administrateur qui peut se connecter depuis serveur 11. Donc, je vous fournis les commandes. Vous remarquerez qu'on met un mot de passe différent de l'absence de mot de passe qu'on avait sur le root local. Hop, et je suis toujours connecté, donc ça tombe bien. On va faire juste un petit copier-coller vite fait. Hop, et ensuite, hop. Donc vous remarquerez que voilà, je fais bien un grand taux privilège sur toutes les tables, avec un grand option, ce qui est vraiment les accès, j'ai envie de dire maximum. On va aller sur serveur 11 maintenant. Donc là, j'ai mon serveur 12, et là, vous voyez, j'avais déjà prévu mon shell sur serveur 11. sudo apt update au passage avant d'aller installer nos trucs. J'imagine qu'on a aussi 2-3 bricoles à installer peut-être en mise à jour. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, bon allez. Tac. Voilà, comme ça au moins il nous redémarre pas dans la foulée. Alors l'occasion de regarder un peu. Donc on va faire un petit peu de configuration. Alors vu qu'on a Nginx, ça n'est pas forcément prévu par l'assistant de configuration de PHP-MyAdmin qui est disponible via l'installation du paquet Debian. Donc on va faire les choses un peu à la main et on va notamment ajouter une configuration assez costaud, entre guillemets. Enfin, je dis costaud, quand on a l'habitude, ça reste jouable, mais alors après, cette configuration chez d'autres personnes peut être différente. Donc, allons-y, apt install php myadmin. Donc, on est bien sur serveur 11. Hein. Et là, vous remarquez, je vais remonter justement volontairement. Vous remarquez que voilà, en termes de dépendance, on est quand même assez. Il y a quand même pas mal de choses. Vous remarquerez qu'on a un certain nombre de paquets PHP en plus. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai privilégié cette voie pour ce TP. On aurait pu aller récupérer l'archive tar de PHP-MyAdmin comme on avait fait le zip pour Pluxaml dans la vidéo précédente. Mais voilà, ça évite d'installer soi-même les choses, ça va plus vite et ça évite de garder la liste des dépendances. Alors là, vous remarquerez qu'on a un truc package configuration, c'est ce que je vous disais. Par contre, il ne m'affiche rien. Est-ce que c'est parce que... Voilà. Tac. Donc là, moi, je mets rien du tout pour configurer automatiquement. Voilà. Je pense que c'est parce que j'étais remonté dans mon terminal. Du coup, il ne m'affichait pas grand-chose. Est-ce qu'on veut configurer la base? Et là, on va lui dire non de mémoire. Voilà. Tac.
Et pour ce qui est de phpMyAdmin, en tout cas, l'installation des paquets sur le système est faite. Maintenant, on va faire un petit lien symbolique parce que c'est un truc qui n'a pas été fait au moment de l'installation, vu qu'on a refusé les connexions automatiques. On va faire un petit lien symbolique de etc phpMyAdmin hop config.inc.php usr share phpMyAdmin hop config. Alors hop, pas le point sample mais celui-ci. Donc ça doit être ça, voilà. Tu viens de voir. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le chat? Au moment de la conf de phpMyAdmin, un décalage. Ah, je crois savoir de quoi il s'agit. Ok. À partir de là, on va pouvoir maintenant éditer notre fichier depuis le /etc. Comme ça, en fait, on a la configuration de phpMyAdmin qui, au lieu d'être enfouie dans les fichiers PHP avec phpMyAdmin, on peut y accéder depuis /etc, qui est quand même un endroit plus, je ne vais pas dire plus logique, mais plus habituel. Et on a et c'est pas le bon fichier. Tac, c'est config-db, autant pour moi. Hop, point PHP. Voilà, là c'est mieux. Je commence à me dire, c'est bizarre, il y a un peu trop de PHP dans cette page. Et là, en fait, vous avez juste voilà, le dbname, dbserver, ce genre de choses-là. Et là, on remplace localhost, en fait, par 10.13.37.12, qui est donc pour nous l'adresse IP de serveur 12. Tac. Donc, maintenant, on va aller retourner dans Nginx. Et on va aller éditer notre serveur 11, notre config serveur 11. On avait une petite config là pour PHP qu'on va supprimer, en gros. Tac. Voilà. Et puis, on va aller copier-coller la config ici. Voilà. Bon, alors, l'indentation dans l'absolu, il n'y a pas de souci, mais moi, comme je suis un peu... Voilà, tac, tac, tac. Là, on est plutôt bon. Et on va prendre un instant pour regarder un peu. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire un petit... Tiens, d'ailleurs, j'aurais pu, de fait, laisser le... J'aurais pu le laisser. Je crois d'ailleurs que je dis pas de le supprimer dans le TP. Je dis pas de le supprimer. Bon. On va quitter sans... Hop. On va le rééditer et on va effectivement... Voilà. Si jamais ça pose problème, on le supprimera. Et donc, en fait, on a deux nouveaux blocs location dans notre configuration Nginx. On a un location comme ça pour /phpMyAdmin et un autre location, d'ailleurs que je vais aussi hop, réindenter. Non, c'est bon. En fait, il était bien indenté de base. Puisqu'il se trouve dans le premier location. C'est un peu bizarre, mais ça fonctionne comme ça. Puisqu'en fait, on a une premier location qui dit tout ce qu'il y a dans phpMyAdmin, et le deuxième location qui va dire tout ce qu'il y a dans phpMyAdmin, mais qui se termine en gros, c'est tous les fichiers statiques, tous les fichiers qui ne sont pas PHP. Donc l'idée, c'est que tous les fichiers qui ne sont pas PHP vont être envoyés à Nginx de façon directe, et tous les fichiers PHP vont passer par cette location-là. Donc il y a 3 locations, autant pour moi. Et on a donc des options de type FAT-CGI pass. On va garder notre pool PHP de base, celui qui était arrivé dans la vidéo précédente. Et on a quelques petites différences. Vous remarquerez que là, on avait un include snippet direct. Alors que là, cette fois-ci, on met en place le FAT-CGI param et on fait un autre include. Alors, globalement, ces configurations sont à peu près équivalentes. Elles font à peu près la même chose parce qu'en vrai, si on va regarder dans les snippets FAT-CGI php.conf,
ça nous fait faire du fast CGI pass, ça nous fait faire du fast CGI index, ça nous fait faire du fast CGI param. En tout cas sur ce paramètre-là. Donc l'idée c'est juste de vous montrer que voilà, il est possible d'arriver à un résultat similaire avec plusieurs options. Ça reste à nouveau la glue entre Nginx et PHP. Ce qui est intéressant en tout cas avec cette configuration, c'est que vous voyez, on a la possibilité de spécifier des chemins qui contiennent des fichiers statiques et de dire bah, c'est pas la peine de les passer à PHP, ça servirait à rien. Donc on enregistre, on quitte, et puis bah, on fait un petit système CTL restart Nginx. Et à partir de là, on va pouvoir aller vérifier en allant cliquer sur le petit lien server11.example.com/phpMyAdmin. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir et hop, voilà, dans un nouvel onglet. Et là, on peut faire route et on fait bien remote pass. Et là, on a notre interface phpMyAdmin. Alors, vous pouvez remarquer qu'on a, la présentation de phpMyAdmin, c'est globalement, vous avez un élément sur le côté qui va notamment vous lister les bases de données. Vous voyez que là, on est admin, donc on a accès à peu près tout. Hein. On a même ici sur le haut plusieurs onglets qui vont vous permettre d'aller voir certains paramètres. Et vous avez un certain nombre de choses voilà, avec des plugins, des histoires de moteur. On peut aller relister les bases de données ici. On peut même rentrer des commandes SQL directement. Donc là, par exemple, je peux faire un show database. Et là, par contre, on a une autocomplétion. Tac. Alors, bien entendu, ça sert à rien, là, ce que je suis en train de faire. Hein. Je clique sur Go. Il m'affiche les bases de données. On les a sur le côté, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut effectivement afficher peut vraiment lancer des requêtes vraiment voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va se déconnecter maintenant. Donc on a le petit voilà, c'est la porte. Pour se déconnecter, c'est la petite porte juste après la petite maison. Et là cette fois-ci, on va utiliser newdb et puis on n'oublie pas, c'est password 2. Hop, on se connecte. Et là, vous allez remarquer un truc, c'est que c'est déjà un petit peu plus léger comme accès. Vous remarquerez qu'on n'a pas tout là. Tout à l'heure, il y avait des trucs où il fallait cliquer pour avoir tous les onglets. Et puis là, on n'a que newdb et information schema, qui est, à mon avis, le truc de base auquel l'utilisateur doit avoir accès. Mais on a... ce qu'on peut même faire, c'est qu'on peut jouer au jeu des 7 erreurs en direct. On va faire ici, route. Tac. Voilà. Non, pas maintenant. Je me mets comme ça. On va faire un onglet de navigation privée. On va reprendre notre même page. Hop. Et là, on fait newdb avec password 2. Ah oui, forcément, si le truc, il est... voilà. Tac. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Et là, vous voyez, on a... alors, a priori, on a la même chose. Mais si jamais je réaffiche... Si je fais ça et que je fais ça, vous voyez, on a déjà 2 champs de moins. Qu'est-ce qu'on a en moins? Les trucs qui sont vraiment les admins, réplication et... tiens, réplication et quoi d'autre? User account, forcément. Alors, petit commentaire de la part de Ludolphi, d'ailleurs, salut à toi. Si ça n'a pas changé, il y a des menus bonus très chouettes dans phpMyAdmin si on a configuré une base phpMyAdmin pour lui-même, notamment le designer graphique qui affiche les tables et les relations entre les tables. Alors, je ne montre pas pour la création d'une base, je laisse ça, on va dire, en exercice à celles et ceux qui font les TP, si jamais vous le souhaitez, effectivement. Vous pouvez créer une base spécifique phpMyAdmin qui, effectivement, je l'ai fait dans le passé, donc je ne peux que seconder le commentaire de Ludolpif, où effectivement on arrive à des on va dire des personnalisations supplémentaires.
Par contre, nous, on va aller voir des trucs un petit peu plus basiques, parce que ça reste quand même un peu avancé. Et malgré tout, PHP-MyAdmin reste utilisable sans cette base de données spécifique. On va couper d'ailleurs notre session ici. On va rester en tant qu'admin. Hein. Hop. Et ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller dans... ah non, on va le faire depuis la session NewDB, autant pour moi. Hop. Allez, je me déconnecte. NewDB. Je l'avais appelé password 2. Tac. Et on va aller dans export. Et on va aller faire... un export au format SQL. Hein, et puis de toute façon, je pense que la DB, il ne nous les spécifie pas parce que on n'en a qu'une. Et voilà. Et si je fais Open File, on va l'ouvrir avec un éditeur de texte. Et vous remarquerez que on a globalement, alors je vais pas dire ce qu'on a tapé, mais on a globalement voilà, la création d'une base de données. Alors, vous remarquerez qu'il y a un peu plus de mots-clés que ce qu'il y a, avec notamment les jeux de caractères par défaut, la base de données si elle n'existe pas. La structure de table, on a juste créé une table student avec trois pauvres champs, et puis on a inséré juste une ligne, et on a un certain nombre de commentaires pour aider. Alors là, en l'occurrence, c'est très facile. La base de données, il y a 3 fois rien dedans, donc j'ai pu l'ouvrir comme ça avec un éditeur de texte. En plus, pour ne rien gâcher, l'éditeur de texte me fait une coloration syntaxique, ce qui est plutôt sympa. Néanmoins, si jamais vous faites un export de base de données sur une base beaucoup plus conséquente, ouvrir le fichier .sql avec un éditeur de texte peut s'avérer, comment dire, une aventure, on va dire, une aventure. Donc, ne cherchez pas forcément à ouvrir le fichier. D'ailleurs, c'est pas forcément prévu, enfin, pas prévu pour. Je veux dire qu'à partir d'une certaine taille, c'est peut-être pas forcément recommandé. Mais là, ici, dans notre cas de figure, vu que c'est une petite, on a peu d'informations. Hein, le fichier, il fait quelle taille d'ailleurs sur le disque? Si je reviens ici. Notre fichier fait 1,4 kg. Vous voyez, c'est vraiment pas grand chose. Mais voilà, c'est intéressant de voir quand même que, même si nous, finalement, ce qu'on a tapé, c'était juste un create table avec. On n'avait même pas mis de int, je crois. Si, on avait mis un int. Mais vous voyez, les trucs comme default nul, comme le moteur de base de données, dont je ne vous ai pas parlé d'ailleurs. MariaDB possède en interne plusieurs moteurs, on va dire. Et aussi les jeux de caractères, et ensuite, bien entendu, les données. Voilà. Bon. On va pouvoir refermer ça. Alors, maintenant qu'on a notre MariaDB, on va se déconnecter à nouveau. Moi, je sais, on fait connexion, déconnexion, connexion, déconnexion. J'aurais peut-être dû garder mes 2 sessions avec le navigateur privé. Donc, on se reconnecte en tant que root avec le mot de passe, et on va faire la dernière étape. Juste pour le LOL. On va aller faire user account. Et le petit truc sympa, c'est quand on fait add user account, et par exemple on va l'appeler foobar, je crois. Et on peut se connecter depuis anyhost, donc vous voyez on a bien %. En password, on va mettre base. Hop, si je dis pas de bêtises, il peut me l'afficher ou pas? Dans le doute. Tac. Base. Et ce qui est assez intéressant, ce que j'aime bien moi avec ce menu-là de PHP-MyAdmin, c'est qu'on peut lui dire créer une base de données avec le même nom et lui autoriser tous les privilèges. Voilà. Et ensuite, on va tout en bas et on fait Go. On ne veut pas garder le mot de passe, mais vous voyez, en plus, ce qui est assez sympa, c'est qu'il nous donne, si jamais vous voulez le réutiliser sur une base de données auquel il n'y a pas de PHP-MyAdmin d'accéder, vous pouvez littéralement copier-coller ça quelque part. Alors, il y a juste bien entendu le mot de passe qui ne vous réaffiche pas. Mais c'est quand même assez pratique, je trouve. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déconnecter.
Et ensuite, on va se reconnecter en tant que foobar, base, tac. Et vous voyez, on arrive à se connecter. Donc ça, c'est cool. Ce qu'on va même faire, tiens, pour le LOL, c'est que notre base foobar, elle est vide, ok. Et on va faire un import. Hop, on va aller chercher le fichier, on va voir ce que ça donne. Downloads. Comme ça, je vous montre l'import, même si c'était pas prévu au TP. Hop. Et là, il nous dit erreur, parce qu'en fait, il essaie de créer une base de données NewDB. Alors, juste pour le LOL, d'accord? Juste pour le LOL, ce qu'on va faire. Voilà, et en fait, ici, au lieu de NewDB, petit réflexe bar et 12 bar. Tac, on va juste vérifier ensuite. Bon, les students, machin, ça c'est bon. Allez. Hop, on revient sur notre onglet SQL. Non, sur l'onglet import. Hop, on va aller chercher foobar.sql. Hop, et on importe. Et voilà. Ça y est, on a notre table student et on peut aller vérifier dans notre table student. Vous voyez, il nous fait un petit select et on a bien le 1 student 1 at example.com. Et ce qui est amusant, c'est dans le truc de gauche, vous voyez, on a même les. Voilà, je peux afficher, je peux faire un preview éventuellement. No change, non, ok. Tac. Voilà, on a les colonnes, on peut voir des choses. C'est assez amusant. Et merci pour le follow, Joe270. Merci beaucoup. Alors, ça n'existe pas, MariaDB, MyAdmin. je pense pas, Manon. Ça peut être un peu redondant. Par contre, il existe un pendant, notamment pour PostgreSQL, qui s'appelle justement PHP PGAdmin. Par contre, je crois pas qu'il y en... Enfin, je suis même pas sûr, j'ai jamais cherché. D'autres langages comme Python ou Go ou Java qui viennent faire un peu l'équivalent de PHP MyAdmin. Ça va généralement, on va généralement plutôt dans ce cas-là utiliser un client lourd comme Dbeaver ou MySQL Workbench et se connecter soit directement en utilisant le protocole MariaDB MySQL, soit à l'aide d'une connexion SSH comme rebond, voire même d'utiliser un tunnel SSH. Mais ça, c'est un truc qu'on verra. Voilou. Donc là, on en est arrivé à la fin du TP numéro 9. Et je pense qu'on a le temps d'attaquer le gros morceau pour notre vidéo du jour, qui va être WordPress. Donc, si jamais vous regardez cette vidéo comment dire, via la playlist sur YouTube, notamment, faites une pause, allez vous prendre un café, ou un thé, ou une boisson chaude ou fraîche, ou bref, voire même aller marcher un coup, prenez l'air. Et ensuite, on va faire on va dire le gros TP du jour. Puisqu'en fait, ce qui va être chouette avec ce TP sur WordPress, c'est que on va quelque part réutiliser l'intégralité j'ai envie de dire des compétences, des apprentissages qu'on a vus jusqu'au maintenant, ou presque. Puisque on va pourquoi je suis mis créer un nouveau virtual-host alors qu'on le crée déjà. Mais globalement, voilà, on va créer notre utilisateur MariaDB, on va créer notre utilisateur PHP, on va installer notre pool PHP. Et puis on va se créer un blog avec WordPress. Alors WordPress, qu'est-ce que c'est? Eh ben, de la même façon que on avait installé Pluxaml dans la vidéo précédente, eh ben, WordPress, c'est un système de gestion de contenu. Alors, qui à l'origine est utilisé comme, en général, moteur de blog, mais
qui peut servir aussi à beaucoup d'autres choses que juste du blog. Moi, je l'ai vu utiliser comme, on va dire, site vitrine pour du corporate. Je l'ai vu aussi utiliser comme boutique en ligne, puisqu'il existe des plugins pour WordPress qui permettent d'étendre ces fonctionnalités. Et plutôt que de s'en servir comme d'un CMS classique, j'ai envie de dire, donc comme un système de gestion de contenu où vous allez juste faire de l'éditorial dedans, ou du blog avec des articles réguliers, ou pourquoi pas même un site d'actualité, et ben, vous pouvez aussi créer une boutique en ligne, créer d'autres choses avec. Alors, il existe d'autres utilitaires en PHP. On a vu Pluxml qui a l'avantage de ne pas utiliser de base de données. On a notamment des trucs plus génériques comme Drupal, Joomla, où vous avez des trucs plus spécifiques. Je pense notamment à Magento ou PrestaShop pour créer une boutique en ligne. Voilou. Donc, vous vous rappelez qu'on avait créé un VirtualHost WP11 dans la vidéo précédente, et ben on va s'en servir pour notre WordPress. Et on va retourner sur notre serveur 11 et on va créer un nouvel utilisateur qui s'appelle WP11 qu'on va utiliser pour PHP FPM. Donc je reviens sur mon onglet sur serveur 11. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un... alors déjà, je voudrais juste vérifier. grep 11. Non, hop là. grep 11, non. ETC, pas WD. Ok, donc on ne l'avait pas créé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un groupad déjà. Alors moi, j'aime bien faire un groupad avant. Mais en vrai, sous Linux, c'est pas forcément nécessaire. Et on va faire 4011, tiens, hop, et on va l'appeler WP11. Tac, et ensuite user-add. Tenez, petite astuce aussi, si de temps en temps vous refaites régulièrement de nouvelles commandes, vous pouvez utiliser le raccourci clavier CTRL R, puis vous commencez à taper la commande. Donc, je fais un user-add normal. Ah tiens, j'ai rien. Hop, et si je reviens ici, CTRL R, user-add. Ah tiens, je l'ai plus dans le... Je l'ai plus dans l'historique. Amusant. Alors généralement, ça permet voilà, de faire de la recherche comme ça dans son historique. À la main. Hein. User add. Hop. Et puis on a toutes les options aussi. Ça, j'aime bien. Donc, moins... hop. De toute façon, ça va être vite vu. Moins U, on a dit 4011. Moins G... WP11. On va lui donner comme... on va lui dire de... on va lui dire de... Pas forcément... Alors, hop, c'est juste le home dire, le moins D. Tac. Qui va être srv 3w wp11.example.com. On va lui mettre comme shell usr bin no login. Ah, c'est sbin, tant pis. No login. Hop, et bien entendu, ça s'appelle WP11. Voilà. Alors, je vous remets la commande bien en haut, comme ça, au moins, ce sera plus pratique. Ah, c'était 3011 que j'ai mis. Ah, mais j'avais déjà créé un 3011. C'est pas dramatique si vous mettez pas 3011 comme UIT, je vous rassure. L'arborescence suivante, on va vérifier si elle existe pas déjà. SRV3W, WP11. On a log, on a public et il nous manque session et TMP. Allez. Donc on reprend ça et on fait session, virgule, TMP. À partir de là, le WP11. Allons-y. On va juste vérifier qu'on a bien ETC Nginx Site Enable WP11. On va vérifier qu'on est bien dans SRV3W, WP11, tac, tac, tac. Donc le nom, ça c'est bon. Le nom, ah, bon, tiens, l'alias. Allez, on va lui ajouter, mais en vrai, non, en vrai, il n'y a pas besoin d'alias. Public, log error, log access. Donc, public, ça c'est bon. Access log, error log. On a notre access log en JSON. Et on a bien sur notre hôte WP11. Bah, ça, de toute façon, hein, c'est vite vu. Ça, on l'a. Ça marche. On peut même, pour le principe, quand même vérifier. On revient sur notre session,
sur notre machine locale, donc là sur mon Ubuntu, mon petit 4 de l'ETC host avec un S à la fin, et on voit bien que j'ai un wp11.example.com qui revient vers 10.13.37.11. Mais il est probable que vous ne le voyez pas à cause de mon écran. Hop, voilà. Donc là, on est bon. Ensuite, si on revient ici. Maintenant qu'on a notre utilisateur et qu'on a notre site dans Nginx, on va aller créer notre pool PHP FPM. Donc l'idée, c'est qu'en fait, notre Nginx qui écoute sur le site wp11.example.com va, quand il va récupérer les scripts PHP du WordPress, va les transmettre à PHP via l'utilisateur qu'on a créé tout à l'heure. Mais pour cela, pour les transmettre à PHP, il faut qu'il y ait un pool. Donc notre pool, on va aller, on va retourner sur le serveur 11. Là, on exit pour le moment. On va aller dans etc php 8.4, dans fpm, dans pool.d. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier-coller le w11 en wp11.conf. Tac, et on va faire quelques modifs. Bah forcément, on va l'appeler wp11. Là, le user, hop, on a wp11. Alors, j'aurais dû mettre $pool d'ailleurs dans mon fichier de template. Et on va descendre. Parce que je crois qu'il y a encore un 3W11 qui traîne quelque part. Ceci étant, c'est l'occasion de... je ne vais pas enregistrer le fichier, je vais vous refaire un petit... hop. Quand on lit nano, quand on a la doc en dessous de nano, qui est pratique, on a notamment un replace. Donc on peut faire un contrôle anti-slash. Donc on va chercher toutes les chaînes 3W11. Et on va les remplacer par WP11. Et là, il nous dit, hey, est-ce que tu veux changer cette instance? Et là, on va faire A pour toutes les instances. Hop, et il nous dit qu'il l'a remplacé 5 fois. Donc là, on a 1, 2. Je suppose qu'il y a les deux autres de tout à l'heure. Voilà, 3 et 4. Et la cinquième, si ça se trouve, elle est tout en bas. Ou presque. On descend. Hop, parce que je l'aurais pas loupé. Bon, je crois qu'elle est tout en bas en fait. Paf. Voilà. Et effectivement, en bas, on avait une petite config de log de PHP. D'ailleurs, puisqu'on est tout en bas du fichier maintenant. Ah oui, tiens, le listen group, je l'avais mis en 3W data. Alors, pourquoi je le mets en 3W data? En fait, dans la vidéo précédente, je vous avais montré qu'une manière de faire en sorte que PHP et Nginx communiquent, c'est qu'ils aient les droits pour qu'ils écoutent sur la socket. Sauf que la socket, elle était uniquement avec l'utilisateur PHP, que ce soit sur l'utilisateur et le groupe. Donc on avait rajouté l'utilisateur de Nginx, 3W data, dans le groupe de notre utilisateur PHP. Là, dans l'autre cas de figure, on peut très bien aussi faire une écoute directement en utilisant comme groupe 3W data. Donc on va aller faire ça d'ailleurs. Search backwards, non. Tac, forcément. On va faire ce qu'on va. Exit. On va sauvegarder et quitter. On va revenir par là et on a un listen quelque part. Voilà, listen group au lieu de faire $pool. On lui met 3w-data. Voilà. Et après, à la fin du fichier, donc on va redescendre tout en bas. Alors je sais pas du tout si avec Nano il y a moyen de faire un truc pour aller tout en bas, mais pour le moment, on va utiliser notre flèche. Voilà. Et on va copier-coller cette petite palanquée d'options. Alors je me demande s'il n'y en a pas quelques-unes qui sont redondantes. On va juste les vérifier. On a le PHP admin flag log0 on qui est déjà dispo. On pourra l'enlever. Voilà.
Et a priori, le reste, on est à peu près bon. C'est à peu près bon. Donc en fait, ce qui est assez amusant, c'est que vous voyez que plutôt que d'aller modifier php.ini, ce qui ferait que les modifications seraient disponibles pour tous les pools PHP, on peut, au niveau de notre configuration de pool, aller donner des noms d'options de PHP et lui dire, bah, en fait, telle option, pour ce pool uniquement, tu peux lui donner telle valeur. Et donc c'est assez pratique parce que vous voyez qu'en fonction de mon pool, eh ben, je peux mettre des choses. Alors, dans ce cas de figure-là, même tous les WP11, j'aurais pu les remplacer par $pool. Donc ça peut être très pratique dans ces cas de figure-là. Donc bien entendu, on enregistre, on quitte. Et maintenant, eh ben, il va falloir redémarrer nos services parce que pour l'instant, on n'a fait que des modifs sans forcément faire de restart. Par contre, intéressant, avant de redémarrer notre Nginx, on va peut-être revenir à notre compte. Et on va lui rajouter la config pour PHP quand même. Hop, allez. Alors l'indentation n'est pas obligatoire, mais elle est quand même fortement appréciée. Et là, vous remarquerez qu'on a un index avec index.php et index.html. Il est dispo en haut. On va le supprimer là-haut. Pour éviter d'avoir deux fois comment dire, euh, la même option. Ce qui fait que Nginx va nous dire, au fait, il y a deux fois la même chose, donc moi je démarre pas. Pour Nano, Ctrl End pour aller tout en fin de fichier et Ctrl Home pour le tout début. Ok, merci beaucoup du tuyau. Tac. Donc à partir de là, nginx-t, on voit que la config est OK. Systemctl restart nginx. Et ensuite, php 8.4-fpm. Tac. On va quand même vérifier par acquis de conscience avec le status. On a notre pool serveur 11, on a notre pool WP11, notre pool 3W et notre pool 3W11. Donc vous voyez, on commence à avoir plusieurs pools PHP. Et on va aller se refaire un PHP info, juste pour vérifier que notre truc est fonctionnel. Donc je vais aller dans srv 3w wp11, public. On a pour le moment un index.html. Si jamais je retourne sur le site, là, vu qu'on avait mis deux fichiers en guise d'index, et qu'on avait mis l'index.html en dernier, pour le moment, on a juste la page d'index HTML. 3w11, public. Est-ce qu'on a un info.php qui traîne? Ouais, on a un info.php qui traîne. Tac. Voilà. Voire même, juste pour la blague, info.php, on va le faire en index.php. Et là, normalement, si je rafraîchis, PHP info. Puisque donc, l'index.php a pris précédence. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le renommer index.php en info.php. Tac. Donc là, forcément, on revient. Hop, non, pas ça. On s'en fiche. Tac. Voilà. Hop. Slash info. PHP. J'ai dit .php. Voilà. Et on peut voir que si on descend, on va chercher environnement. Voilà. On a donc des variables d'environnement qui sont ce qu'on avait spécifié tout à l'heure, des variables PHP. Et on doit bien avoir quelque part... On l'a pas quelque part, l'utilisateur? Ah si, là. User avec le home. Donc on est plutôt dans les clous. Allons-y. Ah bah non, pas allons-y. On va peut-être créer notre base de données maintenant. Et donc on va retourner à nouveau dans phpMyAdmin. Voilà. Alors on se déconnecte, on va passer route quand même. Tac. Tellement de mots de passe. On va faire
user account. On va faire add user account, WP11. Qu'est-ce qu'on lui dit de mettre comme mot de passe? Avec le mot de passe mywp11. Voilà. Allez. mywp11. Est-ce que je lui dis de filtrer le... Est-ce qu'on filtre? Pouvant se connecter depuis n'importe où. Donc ça va, on va mettre %. Voilà. Tac. Et on crée une base de données avec le même nom et on lui donne tous les privilèges et on fait go. Tac. Et on a une base à WP11 qui est apparue en bas. À partir de là, eh ben, on va pouvoir aller récupérer WordPress depuis le site officiel. Alors, ce qui est assez sympa, c'est que wordpress.org, hop, si on y va là-dessus, vous remarquerez que quand on fait un get WordPress, en gros, on va vers un /download et on peut aller cliquer sur le lien. Mais ce qui est assez sympa, c'est que on peut récupérer avec le petit /latest.tar.gz la dernière version. Hop, donc je vais faire copy link. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur mon shell sur serveur 11. Alors je vais retourner dans un... Je ne vais pas me mettre dans le répertoire public, je me mets juste au-dessus. Et je vais faire un wget hop, de ce que je viens de copier. Comme ça, je le récupère directement sur mon serveur. C'est assez pratique. Et comme c'est une archive tar, de toute façon, bon, si c'est une archive zip, c'est pas grave, on avait déjà installé un zip. Mais on peut faire un petit tar moins, même pas de moins d'ailleurs, xvpf de latest.tar.gz. Voilà. Et là, on a un répertoire WordPress. Et en fait, histoire de ne pas se prendre la tête, on va faire un NV de public vers public underscore hold et un NV de WordPress dans public. Voilà. Comme ça, notre répertoire WordPress s'appelle maintenant public. Tac, et on remarquera qu'on a voilà, le contenu de notre WordPress. Alors, une fois que ça c'est fait, on va penser à modifier récursivement le propriétaire et répertoire des fichiers. Parce que vous allez voir, si j'avais maintenant, je retourne sur WP11, ah oui, info.php est 404, normal. Tac, la page d'index de WP. Bah alors, voilà, mieux. Et là, il va nous dire Welcome to WordPress. On commence à faire Let's go. À quel moment il va nous jeter le nom de la base de données WP11, on a dit, username WP11, password mywp11, le database host 10.13.37.12, et on va laisser le table préfixe comme ça. D'ailleurs, ok, ça c'est bon. Submit. Et là, vous voyez, il nous dit il n'arrive pas à créer le fichier. C'est gênant. Alors, voilà, on peut le faire. On peut créer le fichier manuellement et avoir les trucs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir en arrière. Et on va revenir ici. Et vous voyez que tout appartient à root. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un chown. Alors, hop, je vais monter. -rv. On a dit wp11, 2.wp11 de public. Voilà, il nous dit qu'il a bien changé les droits. Que j'ai fait un RV, un grand R petit v donc. Et maintenant, si je reviens ici, le nom de la base de données s'appelle WP11, le username WP11, le mot de passe mywp11, le host, on a dit 10.13.37.12, parfait, et on va laisser ça, et submit. Et là, vous remarquez que, hop, tout à coup, il nous dit, ah bah tout est fait, c'est bon. Parce que maintenant, WordPress avait les droits pour écrire les fichiers. Donc on va faire Run the installation. Alors, site title, est-ce que je vais dans le détail de ça? Non. Donc, hop, on va l'appeler mon blog de TP, username admin, password. Alors, je vais volontairement mettre un truc forcément pas très sécurisé. Il nous dit que c'est un mot de passe très faible. Je confirme. Et l'adresse email, hop, admin@example.com. Et ouais, hop,
On va cocher ça. Ça change pas grand-chose, parce que de toute façon, on est en local. Juste au cas où. Au moment de l'installation d'un WordPress, alors, le plus, comment dire, le mieux, ça reste quand même de bien mettre un bon mot de passe et surtout de le conserver en lieu sûr et de pas le perdre. Il y a possibilité de faire enfin, pas une récupération de mot de passe, mais une remise à zéro de mot de passe, une redéfinition avec une page particulière qu'il faut aller chercher quelque part un peu caché dans les supports WordPress. Mais pour éviter d'avoir à s'en servir, il vaut mieux ne pas se louper sur le mot de passe et le mettre en lieu sûr. À noter qu'il y a, je crois, un moyen de récupération aussi via l'adresse email, mais faut-il encore que votre WordPress arrive à se connecter à un serveur de mail, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. Dès l'installation, quand vous avez comme ça le username et le mot de passe, pensez à les mettre en lieu sûr. Si un jour vous utilisez WordPress entre guillemets en production. Donc on fait installation. Voilà. Parce que vous voyez, il dit Your chosen password. Il vous le rappelle même pas. Hein. Donc login. Et là, cette fois-ci, admin. En majuscule. Admin. J'ai mis admin normalement. Et voilà. Bienvenue à WordPress. En plus, la dernière version au moment où on enregistre. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est aller jeter un œil dans les outils. Et on peut regarder sur la santé du site. Et vous allez remarquer quand même que par défaut, on a quelques trucs, mais on est globalement sur un site en bonne santé. Alors, on devrait désactiver des nanana, bon, notamment le fait qu'on n'utilise pas HTTPS, qu'on a désactivé la recherche sur les moteurs de recherche. Ça, c'est uniquement parce qu'on est en local. Hein, sur un site public, on ne le fait pas. Et là, bon, on n'a pas mis en place d'option de cache, mais ça, ça reste avancé. Là, l'objectif, c'était quand même de réussir à avoir un truc. Finalement, je me sers de WordPress comme exemple d'une application PHP qui nécessite une base de données pour être comment dire, pour être actif. Donc, utiliser, je pense, aujourd'hui probablement l'application la plus utilisée, c'est intéressant pour ce sujet. Donc, si on veut, voilà, on a des infos en plus sur. Alors par défaut, il vient avec plusieurs thèmes qui sont inactifs, des plugins qui sont inactifs, et après il va nous reprocher que c'est inactif dans la santé, c'est assez amusant. Si jamais vous n'avez pas changé les droits au niveau de WordPress, vous avez justement dans les infos, vous voyez, il indique si jamais il y a des trucs qu'il peut écrire ou pas. Donc ça, c'est assez pratique. J'en profite d'ailleurs pour signaler que vous remarquerez que j'ai mis en place le site avec un répertoire public qui appartient de fait à l'utilisateur WP11. Et vous remarquerez que les droits sont relativement, comment dire, corrects. À part peut-être justement le WP config, dont la création date de ce soir. Globalement, là on a quelque chose d'à peu près propre, sauf le WP config, donc je vais faire tout de suite un chmod 060 sur WP config. Voilà. J'aurais pu faire un 664, tiens d'ailleurs, mais dans le doute. En vrai, il n'y a pas besoin d'avoir les droits de lecture partout là. Puisque de toute façon, c'est uniquement WP11 qui va accéder à ces fichiers. Et aucun autre utilisateur comment dire, n'a besoin d'aller toucher à ces fichiers-là. En particulier dans notre cas de figure, puisque de toute façon, Nginx... si Nginx a besoin de lecture,
Sur les fichiers peut-être statiques et encore, on n'a pas, on n'a pas forcément mis grand-chose à ce niveau-là. Mais, mais en gros, s'il y a des gens qui vont vous recommander de faire un truc de ce genre-là, alors public étant là mon répertoire WordPress, des gens qui font ça, ça pour moi c'est faute grave. Très sérieusement, c'est faute grave. Quelqu'un qui vous dit de faire ça, en plus en 2026, voilà, certains disent dans le chat carton rouge, voire pan. Non, très sérieusement, c'est une recette pour un désastre, en particulier en production. Dans CTP, jusqu'à maintenant, je vous ai montré comment ajuster les droits. Donc, faites attention aux droits. Ne cédez pas à la facilité de donner les droits en lecture-écriture à tout et n'importe quoi. C'est assez important. Il y a aujourd'hui, en particulier, parce que WordPress étant une plateforme populaire, c'est aussi la plateforme, j'ai envie de dire, de fait la plus attaquée. Donc, n'allez pas créer un site WordPress qui va rejoindre le nombre incalculable de sites web hackés avec qui de fait servent soit à, je sais pas moi, miner de la crypto-monnaie, envoyer du spam ou servir de comment dire de ce que vont faire les attaquants vont aussi profiter que, comme ils peuvent rajouter des pages, comme ils accèdent de fait à l'hébergement, ils peuvent aussi poser des sites, entre guillemets, on va dire contrefaits, par exemple des faux sites de banque, pour ensuite envoyer du phishing et renvoyer les gens vers votre site. Et vous vous retrouvez malgré vous complice de, j'ai envie de dire, de hackers, tout simplement. Voilà, donc ça, ne le faites jamais. Et si quelqu'un vous recommande de le faire, je pense que vous pouvez remettre en cause sa compétence et son expertise, voire même demander à ne plus travailler avec cette personne. Mais bon, là, ça devient un peu extrême, mais voilà, expliquez-lui que on a un système Unix avec une gestion des droits fines. C'est pas pour aller tout envoyer bouler. Voilà, voilou. On a fini la partie WordPress. Et je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Parce que les autres sujets, on ne peut pas les traiter comme ça, j'ai envie de dire, par-dessus la jambe. Puisque pour la prochaine fois, eh ben, on va commencer à faire jouer avec des conteneurs et Docker. On va s'amuser un peu. Et puis ensuite, on fera à nouveau joujou avec Nginx, avec d'autres fonctionnalités qu'on n'a pas vues jusqu'à maintenant, ce qu'on appelle un reverse proxy. Et puis, je vous ai parlé d'usage avancé d'OpenSSH qu'on n'a pas encore vu, ça pourrait être pas mal. Je pense que, alors, sans trop m'avancer, je serais pas surpris que le TP11 nous prenne toute la semaine prochaine. Si ça ne nous prend pas toute la semaine prochaine, je pense qu'on pourra regarder avec Nginx parce que de toute façon, les deux TP vont bien ensemble. Et après, je pense que les autres TP, je pense que sur une ou deux vidéos, il y aura moyen de les caser. Merci beaucoup pour les follow, Seigneur Fio et Lutrep. J'en déduis que comment dire, les vidéos vous plaisent. Avant de se quitter, je vous rappelle que il y a donc eu 2 vidéos avant, si jamais vous avez envie d'aller les voir sur YouTube, et il y aura de fait au moins une, deux, voire je pense trois vidéos supplémentaires après celle-ci. Alors, avant aussi de se quitter, hop, qu'est-ce que j'ai fait de... Tac, voilà. Donc, hop, on peut remettre le chat. Alors, exceptionnellement, j'ai streamé un lundi.
mais habituellement, je stream les dimanches de 18h à 20h environ. Généralement, je commence entre 18h et 18h10. Et j'ai tendance parfois à dépasser un peu, à finir vers 8h15, 8h20, ce qui m'embête un peu. Mais bon, voilà, c'est le, c'est un peu l'état aujourd'hui. Mais voilà, je stream plutôt les dimanches. Vous pouvez aller sur anotherhomepage.org. Vous avez la page qui vient, enfin, l'URL qui est là. Et que j'indiquerai, si vous regardez sur YouTube, dans la description, pour aller voir mes réseaux sociaux, le serveur Discord de la chaîne, puisque pour le moment on est encore sur Discord. Si jamais vous avez envie de participer entre les lives, entre les vidéos. Et vous pouvez aussi, je vous encourage à nouveau à vous abonner et à liker ces vidéos sur YouTube pour pouvoir, vous mettre au courant des prochaines vidéos et aussi me dire, euh, me dire ce que vous en pensez. Et merci beaucoup, Kriving Vapor, pour ton follow. Euh, on va s'arrêter là pour la vidéo pour YouTube. Et puis, je reviens dans un instant sur le live. Allez, ciao, ciao, et à la semaine prochaine.